Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. On commence par les titres de cette édition du 24 décembre 2019. L'homme qui a dirigé le Soudan d'une main de fer pendant près de 3 décennies est maintenant derrière les barreaux. Omar el-Béchir a été renversé par l'armée le 11 avril, mais la rue a persisté dans ses revendications, contraignant les militaires à des concessions majeures. Mais nombreuses sont les familles qui ont encore soif de justice. Pour Sama, dont le frère Tariq, 22 ans, a été tué lors des premières manifestations à Adbara, 350 km au nord-est de Khartoum, les coupables sont connus. Pourtant, justice n'a pas été faite. Liberté, paix, justice, nous n'avons rien vu, car il n'y a pas eu de justice pour le meurtre de Tariq. La liberté acquise est partielle depuis la chute de Béchir, mais nous avançons dans la bonne direction. C'est ici, sur les rives du Nil, que les Soudanais ont tenu en décembre 2018 leur premier rassemblement contre le régime. L'image de jeunes comme Tariq, tombés sous les balles des soldats et miliciens de Béchir, reste vivante. Il était mort quand ils nous l'ont amené, mais au début je doutais. Je me suis mise à l'appeler en m'agenouillant près de lui, attendant une réponse. Mais non, il n'a pas répondu. J'ai réalisé qu'il était mort et j'ai commencé à prier. J'ai accepté la décision de Dieu. Selon les médecins qui ont rejoint le mouvement de protestation, plus de 250 personnes ont subi le même sort que Tariq. Amnesty International a offert un bilan de 177 morts, demandant aux dirigeants soudanais actuels d'identifier et juger les coupables. Cependant, la loi accorde l'immunité aux membres des forces armées, de la police et des services de renseignement. Lors d'un raid de Boko Haram sur la ville frontalière de Krawamafa, il y a 4 ans, les militants nigérians ont enlevé Julie alors qu'elle n'avait que 13 ans. Aujourd'hui, âgée de 17 ans, elle se souvient lorsque le groupe islamiste l'a forcée à épouser l'un des membres. Il me dit qu'on part au brousse. J'ai dit que non, je suis un petit enfant, je n'ai pas fait comme brousse. Il dit que tu vas devenir notre femme. J'ai dit non. Pardon, laissez-moi, je vais rester avec ma maman. Vous tuez mon papa, encore vous me prenez pour aller au brousse là. Laissez-moi, je vais rester avec ma grand-mère. Julie a ainsi été enlevée par les islamistes. Elle a pu s'échapper à la faveur d'un affrontement avec l'armée camerounaise et elle est retournée dans son village. Mais sa famille avance que les attaques fréquentes des militants ont fait craindre que le groupe vienne la reprendre. L'oncle de Julie l'a alors mariée de force à un homme de 40 ans, vivant à 120 km pour être sa 3e épouse. J'avais beaucoup de difficultés. J'avais beaucoup de fermes avant qu'ils prennent nos terres. J'avais des chèvres. Ils sont venus et ont tout pris et détruit les maisons. Maintenant, je n'ai rien. Je voulais que ma nièce soit en sécurité. L'UNICEF indique que si plus d'un tiers des filles camerounaises sont mariées avant l'âge de 18 ans, le taux grimpe à 60% le long de la frontière avec le Nigeria. Il y a 2 ans, une voisine a permis de sauver Julie en témoignant de son mariage forcé à l'Association pour la promotion de l'autonomie et des droits des filles et des femmes. Aujourd'hui, dans un refuge pour enfants victimes de mariage, Julie prend des cours pour la première fois de sa vie. Elle espère trouver un emploi et choisir son propre mari lorsqu'elle sera prête. Le procureur adjoint saoudien a annoncé lundi la conclusion du procès des 11 suspects accusés du meurtre du journaliste Jamal Khashoggi. Il a déclaré que le meurtre n'était pas prémédité et s'était produit sous l'impulsion du moment. Les groupes de défense des médias internationaux ont condamné la procédure qu'ils qualifient de procès simulé. Cela ne satisfait pas du tout la justice que nous voulons voir se produire pour Khashoggi et notre demande ne peut pas seulement s'en tenir aux responsables du massacre, mais d'aller jusqu'au plus haut niveau du gouvernement saoudien.
Un petit nombre de diplomates, y compris de Turquie, ainsi que des membres de la famille de Khashoggi, ont été autorisés à assister aux 9 audiences du tribunal de Riyad, bien que les médias indépendants aient été interdits. L'un des accusés était un ancien proche de la cour royale saoudienne, Saoud al-Khatami. On pensait qu'il était le cerveau du meurtre de Khashoggi. Finalement, il a été acquitté de toutes les charges. Oui, une enquête a été menée par le parquet général. Une accusation a été portée contre lui et le tribunal a ordonné sa libération faute de preuves pour le condamner dans cette affaire. Dans un tweet lundi, la rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les exécutions extrajudiciaires, Agnès Callamard, a blâmé à la fois la répression politique, la corruption, l'abus de pouvoir en Arabie Saoudite, ainsi que la complicité internationale pour ce qu'elle a appelé l'impunité pour le meurtre d'un journaliste. Les restes de Khashoggi n'ont jamais été retrouvés. Les États-Unis ont imposé des sanctions à 17 Saoudiens soupçonnés d'être impliqués dans le meurtre. Le président américain Donald Trump a condamné le meurtre, mais a soutenu le prince. Il a aussi défendu ses propres liens avec l'Arabie Saoudite. Eric, bonsoir et bienvenue. Bonsoir John. Alors joyeux ce Noël. soir, oui, joyeux Noël, c'est déjà Noël certainement quelque part dans le monde. Ce soir, Eric, nous parlons exclusivement de cette réforme majeure donc du franc CFA. L'annonce est tombée samedi à Abidjan, en marge de la visite du président français Emmanuel Macron. Une décision historique, John. La nouvelle monnaie s'appellera désormais l'ECO, tel que convenu entre les 15 pays qui forment la CEDEAO, dont 8 utilisent le franc CFA. L'annonce jette donc un pavé dans la mare durant un moment bien choisi, comme vous le suivez. Je suis heureux d'annoncer qu'en accord avec les autres chefs d'État de l'UEMOA, nous avons décidé de faire une réforme du franc CFA avec les 3 changements majeurs suivants. Tout d'abord, le changement du nom de la monnaie, du franc CFA à l'ECO. J'ai souhaité accompagner la réflexion engagée par les chefs d'État de l'UEMOA et le président Ouattara en particulier pour réformer le franc CFA. J'entends ce que dit la jeunesse africaine, j'entends ce que disent les milieux d'affaires économiques africains, j'entends ce que disent aussi nos diasporas qui nous demandent de bouger sur ce sujet. Il était l'héritage, en effet, d'un système historique et il était perçu comme les vestiges d'une France-Afrique. Il faut prendre en compte aussi des éléments de perception en ces matières. Voilà, cette réforme comprend aussi la fin du dépôt de la moitié des réserves des pays africains concernés auprès du Trésor français, ainsi que le retrait de la France des instances de gouvernance de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, où elle était présente. Suivez quelques réactions des économistes. Aujourd'hui, nous avons la crise migratoire. Cette crise migratoire qui impacte les économies des pays développés, des pays européens notamment, vient du fait aussi des niveaux de pauvreté dans les pays en voie de développement, dont les pays de l'Afrique de l'Ouest. Si la monnaie communautaire, la monnaie unique, devrait permettre à ces pays de connaître plus de croissance, plus de développement et réduire drastiquement les taux de pauvreté, on ne pourrait avoir moins de candidats à l'immigration. Le fait que les Français n'assistent pas au comité de politique monétaire, c'est important. Parce que quand ils assistent au comité de politique monétaire, ils définissaient la politique monétaire avec nous. Et s'ils n'étaient pas d'accord, ils avaient un droit de veto. Droit de veto au sens où les décisions étaient prises de manière consensuelle. Donc s'il y a un membre qui n'est pas d'accord, c'est bloqué. Donc le fait qu'ils s'y retirent, c'est vraiment historique et ce n'est pas du tout, c'est aux France africains de prendre leurs responsabilités maintenant. Non, avoir sa monnaie ne traduit pas nécessairement qu'on est indépendant. La monnaie, c'est un instrument. Donc ça dépend de celui qui l'utilise. Si nous avons notre monnaie, on peut faire en sorte que ce soit un moyen d'indépendance. Mais si nous la gérons mal, ça peut être aussi un élément de servitude. Hein? Donc tout dépend de nous-mêmes. Mais avoir une monnaie en soi, ça ne veut pas dire qu'on a la souveraineté monétaire. Le franc des colonies françaises d'Afrique, créé en 1945, se mua donc enfant de la communauté française d'Afrique en 1960 pour devenir le franc de la coopération financière en Afrique depuis le 10 janvier 1994. Il comprend jusque-là 2 zones monétaires de l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine, qui regroupe 8 pays, et de la CEMAC, Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, qui regroupe 6 pays.
Pour l'instant, le CFA-CEMAC n'est pas concerné par la réforme. Cette zone réfléchit déjà à une alternative. Suivez. Pour ce qui est du franc CFA, il est vrai que les pays d'Afrique de l'Ouest ont adopté l'éco qui devrait être mis en place l'année prochaine. Mais je tiens à vous rappeler qu'il y avait des discussions pour ce qui est de l'Afrique centrale déjà lors du dernier sommet de Yaoundé. Suite à ces discussions, des commissions techniques ont été mises en place. À la fin des années 50, quand Charles de Gaulle propose le CFA à la communauté française des États africains, qui deviendront par la suite indépendants, François Mauriac rappelle dans son bloc-notes que l'indépendance est un leurre pour les pays faibles face aux grandes puissances du moment, un mythe redoutable et mortel aux peuples faibles dans un monde en train de se construire aujourd'hui. Voilà tout ce qu'on peut dire sur le CFA. Et voilà qui est dit. Eric, merci d'être venu. Joyeux Noël. Lorsque Noël arrive, les Américains commencent à décorer leur maison avec des ornements et bien sûr des sapins de Noël. Même si de plus en plus de gens choisissent d'acheter des sapins artificiels pour des raisons pratiques et à moindre coût, la plupart des Américains se rendent toujours dans des fermes à sapins pour choisir leur arbre. Mes frères et sœurs et moi-même sommes tous des adultes. Nous avons tous déménagé et nous avons d'autres emplois. Mais nous aimons revenir dans la maison familiale pour Noël et filer un coup de main à nos parents. Pour les Warner, Thanksgiving n'est pas un jour férié. Chez eux, c'est le début officiel de la saison de Noël, la période la plus achalandée de l'année. Nous ouvrons au public le vendredi après Thanksgiving et nous fermons à 15h la veille de Noël. Les 2 premières semaines après Thanksgiving sont les périodes les plus chargées de l'année. Toutes les 5 minutes, une voiture se gare devant la ferme. Les visiteurs de la ferme peuvent soit acheter un arbre déjà coupé, soit couper leur sapin avec une scie. Amanda a un conseil pour les clients de la ferme. Les sapins ont toujours l'air beaucoup plus grands à l'intérieur de votre maison qu'à l'extérieur. Cette année, j'ai choisi ce petit arbre. Lorsque je l'ai emmené à la maison, j'ai vu qu'il était trop grand. Du coup, si j'ai du mal à jauger la taille d'un sapin, j'imagine que ça doit être pareil pour les autres. Les arbres les plus beaux et les mieux taillés sont rapidement vendus, et ceux qui n'ont pas été achetés sont transformés en couronne ou en décoration. Ils sont près de 59 000 sans domicile fixe à avoir dressé leurs tentes et abris de fortune le long des rues du secteur dit Skid Row de Los Angeles. Pour ces démunis et les autres habitants du quartier, un repas chaud servi par des célébrités de Hollywood et des leaders locaux constitue un cadeau bien apprécié en cette période de froid hivernal. C'est difficile, vous savez, vivre dans la rue sous une tente sans jamais savoir où utiliser les toilettes. La célébration annuelle de Noël est une tradition bien établie à Skid Row, quartier abritant de nombreux SDF de Los Angeles, mais aussi des familles pauvres. L'aide est disponible, mais pas suffisante. Il faudra commencer par fournir des logements, non par centaines, mais par milliers. Le nombre de SDF du comté de Los Angeles s'est accru de 12% au cours de l'année écoulée. Tout le monde essaie, mais malheureusement, il n'y a pas assez d'abris, pas assez de logements à coût modéré. La petite fête de Noël du Los Angeles Mission apporte quelques heures d'un répit bien apprécié par les SDF, sachant que le rude froid hivernal sévit dehors. Bonsoir John et bonsoir à tous. Il est impossible d'organiser la CAN 2021 en été, selon Ahmad Ahmad, le président de la Confédération africaine de football, a indiqué qu'il n'est pas possible d'organiser la prochaine CAN au Cameroun dans la période fixée initialement du 11 juin au 9 juillet. À mon avis, il n'est pas possible, en raison des conditions climatiques au Cameroun, d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations en juin-juillet. C'est clair, nous devons donc prendre une décision sur la date, a affirmé Ahmad Ahmad. En plus des conditions météorologiques, la CAF est impactée par la décision de la FIFA qui a déjà programmé la nouvelle version de la Coupe du monde des clubs en été. Au niveau calendaire, il ne reste donc plus que janvier et février, car il y aura les dates FIFA pour les qualifications pour la Coupe du monde 2022. Voilà, c'est le seul sujet à l'ordre du jour aujourd'hui au sport. On se retrouve la prochaine fois. Au revoir.
Décontractées, elles se rendent à leurs entraînements quotidiens au Centre technique national à Niamey. Ces joueuses de l'équipe nationale nigérienne ont une histoire commune, celle de proches qui comprennent difficilement que des jeunes filles musulmanes puissent devenir footballeuses. Je suis amoureuse du jeu depuis que je suis toute petite. J'ai joué avec les garçons de notre quartier. Aujourd'hui, je joue à l'AS Police Club à Niamey et je viens d'être appelée en équipe nationale. Nous sommes unis ici. Quand j'ai commencé à jouer, les gens se moquaient de moi, me traitaient de garçon manqué. Puis ils ont remarqué que j'allais à l'étranger pour jouer et ils m'ont demandé comment se fait-il que je voyage beaucoup. Je leur ai dit que c'était grâce au football. Les jeunes filles l'assurent, la pratique du football n'est pas incompatible avec leur religion. On peut être musulman et jouer. C'est juste des changements du temps et autres. Et c'est avec ce reportage qu'on dit au revoir à Yacouba Ouedraogo qui prend ses vacances. Et nous, on se dit à demain. Bonne fête à vous qui nous regardez. Demain est un autre jour. Bonsoir.